Bonjour à tous. Donc on va démarrer ce webinaire. Donc c'est la première étape de du tour sur la cyclo-logistique. Avant de démarrer, donc moi je suis Bertrand Dumas, je suis chargé de mission au sein d'EcoCO2, chargé de mission sur le programme EVE. Donc j'accompagne les entreprises de transport de marchandises et de voyageurs sur la réduction du dioxyde de carbone. Avant de démarrer et de présenter les différents concurrents de la course, je voudrais juste vous donner quelques règles très simples pour tous les soucis techniques que vous auriez. Vous avez en bas à gauche un petit bouton Aide. Vous allez avoir très rapidement une petite icône avec un nuage et une petite flèche qui va vous permettre au moins au début de télécharger la présentation qu'on va vous faire. Vous aurez le replay de l'intervention du webinaire sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions tout en bas à droite. Utilisez bien la rubrique questions et pas le chat pour poser des questions. Il y a un petit sondage qui vous permet de faire remonter en première position ou non les questions pour qu'on puisse les traiter en priorité ensuite. Vous avez un petit sondage en fin de webinaire pour nous donner quelques conseils ou pour nous aider à nous améliorer. Et si possible, si vous le pouvez dans vos interventions, évitez, c'est pas si possible d'ailleurs, évitez toute publicité que vous pourriez faire lors de vos interventions. Alors, on démarre tout de suite la course par, c'est moi qui vais attaquer dès les premiers kilomètres, puisque je vais vous présenter rapidement les enjeux et puis la cyclo-logistique. Je serai très vite rejoint par la leader du peloton, Chloé Aumont, des boîtes à vélo, qui prendra le lead et fera des précisions sur la cyclo-logistique, mais nous présentera aussi une étude que les boîtes à vélo sont en train de réaliser, et puis un retour d'expérience. Dès le premier col, notre grimpeur local, Vincent Monteil, prendra le lead de la course et nous présentera la plateforme collaborative Applicoli. Et enfin, c'est mon collègue Guillaume Galis qui réglera la course au sprint à la fin, mon collègue d'EcoCO2 qui fera une conclusion sur la fin de course. Voilà, tout le monde est prêt, on y va, top départ. Alors, l'idée, effectivement, c'est que ce webinaire vous permette un petit peu de mieux comprendre la cyclo-logistique, ses enjeux, à la fois par l'éclairage que nous ferons, donc Vincent et Chloé tout à l'heure, à la fois un éclairage plus global de Chloé et plus spécifique sur une plateforme par Vincent. Et pour commencer, la première des choses, c'est peut-être un petit peu définir ce qu'est la cyclo-logistique. Donc, c'est l'ensemble des activités opérationnelles, plutôt à vélo cargo, bimoteur, triporteur, on en reparlera tout à l'heure sur le matériel, qui permet d'effectuer des missions de transport et de livraison de marchandises, le plus souvent en milieu urbain ou périurbain, et le plus souvent, ça concerne effectivement le dernier kilomètre. Et donc, la cyclo-logistique est particulièrement adaptée à cette livraison du dernier kilomètre, des centres-villes, des métropoles, là où la demande de transport est aujourd'hui la plus importante, en tout cas en termes de transport de courte durée, de type messagerie. Cette augmentation, elle est liée un peu à deux phénomènes. C'est à la fois l'hyperfragmentation qui est due à la commande par Internet, qui fait qu'on va commander effectivement des petits colis et qu'on va avoir une multiplication des petits colis. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut tous constater. Mais c'est aussi une façon de répondre à des enjeux réglementaires qui limitent l'accès au centre-ville, réglementaires qui peuvent être à la fois environnemental, historique. On sait que les centres-villes sont contraints aujourd'hui pour ce qui concerne la livraison. De petites images, donc vous voyez que ce n'est pas finalement très nouveau. Hein. Dès 1920 déjà, même avant sans doute, on utilisait déjà le vélo. Donc on remet à l'ordre du jour et on remet en fonction d'un contexte nouveau des pratiques qui existaient peut-être déjà un petit peu par ailleurs. Le contexte global de la cyclo-logistique, c'est à la fois, effectivement, ça, on en est tous bien convaincus et concernés, c'est le réchauffement climatique et la réduction des gaz à effet de serre. Hein. On parlera tout à l'heure de modes décarbonés de transport. C'est les questions de qualité de l'air et de réduction des polluants. On sait aujourd'hui que dans les centres-villes, c'est une question qui est cruciale et on a des alertes permanentes de Santé publique France, par exemple, sur les maladies cardiovasculaires qui sont liées à la pollution de l'air. On parle entre 40 et 45 000 morts en plus liées aux problèmes de qualité de l'air en France.
La qualité de vie et la réduction du bruit, c'est aussi quelque chose qui est très récurrent dans les centres-villes. Je vous ai parlé de la réglementation, donc la mise en place des ZFE dans les villes de plus de 150 000 habitants, qui va effectivement contraindre et obliger à reconfigurer les chaînes d'approvisionnement du dernier kilomètre. Une trajectoire européenne qui devrait nous permettre d'atteindre moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en ligne de mire en permanence. Et puis, un contexte aussi, enfin, ou en tout cas, un contexte un petit peu plus lié au type de personnes qui vont utiliser la commande par Internet. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que sur les gens qui achètent par Internet, le moyen de transport qui va permettre de recevoir ce que l'on a acheté va compter dans le choix de l'achat. On a affaire à des gens qui ont plutôt une sensibilité sur les questions environnementales, donc ils vont être attentifs à la manière dont vont être transportés les achats qu'ils viennent de faire. Même si quelquefois, ce n'est pas toujours très cohérent, parce qu'on sait que les achats Internet génèrent aussi des gaz à effet de serre, mais néanmoins, c'est quand même une population qui est sensibilisée à ces questions-là et qui est attentive à ces questions-là. Voilà un peu pour le contexte. Une question que Chloé et Vincent vous traiteront un petit peu plus précisément après, c'est la question du matériel, qui est très prégnante dès qu'on parle de cycle logistique. Là, je vous présente trois outils différents. Au centre, vous avez un caisson plutôt grand volume de 1200 litres, avec une charge utile qui peut être jusqu'à 250 kg. Vous avez un triporteur à droite, mais qui pourrait être aussi un biporteur électrique. Donc, on parle beaucoup et souvent de cycles assistés par un moteur électrique, de vélos assistés par l'électrique. Et puis, à gauche, vous avez un matériel qui, pour l'instant, est plutôt à l'étude, mais qui devrait sortir prochainement, qui est un matériel qui respecterait la chaîne du froid. Donc, tout ça pour vous dire que la cyclo-logistique va pouvoir couvrir aujourd'hui pratiquement tous les besoins de livraison du dernier kilomètre en centre-ville, donc du froid à la charge lourde, à la charge plus légère, plus volumineuse ou non. On est passé là, pardon. Vous avez en bas à gauche de ma slide le lien sur les boîtes à vélo, où là, vous avez toutes les matériels disponibles et différents qui peuvent être utilisés. Et donc, je passe la parole à Chloé Aumont, qui va vous présenter donc un écosystème cyclo-logistique concret avec une expérience et une étude. Bonjour à tous. Du coup, Chloé Aumont, je suis chargée d'études au sein des boîtes à vélo, donc je travaille essentiellement sur une étude nationale de cyclo-logistique, dont je vais vous partager les premiers résultats aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous présenter donc ce que sont l'association Les Boîtes à Vélo et la Fédération professionnelle de cyclo-logistique qui l'héberge. Et puis, en fin de présentation, avant de passer la main à Vincent Monette, je vous présenterai un peu des petits retours d'expérience qu'on a eus et les enjeux sur l'adaptation des chaînes logistiques traditionnelles à l'intégration de la cyclo-logistique. Alors, pour vous présenter un petit peu l'association Les Boîtes à Vélo, nous, on encourage et on soutient toutes les cyclomobilités professionnelles, dont la cyclo-logistique fait partie, mais pas que. On a aussi des adhérents qui font partie du secteur de la culture, de la restauration, de l'artisanat, des services, et puis aussi des fabricants, donc de la filière vélo utilitaire. Donc voilà, tous utilisent le vélo et le vélo cargo comme mode de transport pour leur profession. Notre objectif, c'est de promouvoir l'usage du vélo comme mode de déplacement professionnel principal sur un certain nombre de métiers que l'on peut exercer à vélo. On a deux coprésidentes qui sont Marie-Astrid Leray de l'entreprise Le Vélo à Gaufres et Caroline Faucon de l'entreprise Baguette à bicyclette. Et puis, on a donc plusieurs activités au sein de l'association. Donc, on propose des services de formation et d'accompagnement personnalisés auprès des entrepreneurs qui souhaitent se lancer à vélo et des entreprises qui voudraient transitionner vers le vélo, notamment via le programme C2E de formation Ma Cyclo Entreprise et puis bientôt un programme C2E sur lequel on a été lauréat récemment qui s'appelle Cyclo-Cargologie, qui va surtout concerner la cyclo-logistique avec des guides, des formations et de la sensibilisation qui sont prévus
pour accompagner les acteurs traditionnels vers la cyclo-logistique et puis professionnaliser le secteur de la cyclo-logistique actuel. On a aussi des activités d'accompagner la montée en compétences des collectivités et des entreprises sur ces sujets. Également du lobbying réglementaire et des préconisations au pouvoir public en termes de réglementation, d'aménagement des territoires, etc. Tout ce qui va servir à faciliter les activités de cyclo-logistique et de cyclomobilité professionnelle. Et puis toute une partie production de connaissances dont l'étude nationale de cyclo-logistique que je vais vous présenter là fait partie, avec donc un observatoire des cyclomobilités professionnelles, un centre de ressources, un catalogue qui recense un petit peu tous les modèles de vélo cargo professionnels qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui, et puis plusieurs projets en cours dans ce sens. Donc, depuis assez récemment, depuis novembre 2022, les boîtes à vélo hébergent la Fédération professionnelle de cyclo-logistique, qui vise donc à promouvoir une filière française de cyclo-logistique et puis de porter la voix des acteurs spécialisés auprès des pouvoirs publics et des partenaires. Cette fédération professionnelle de cyclo-logistique, donc elle vient au démarrage d'une initiative de 4 cyclo-logisticiens qui ont décidé de publier un manifeste des cyclo-logisticiens responsables lors du congrès des boîtes à vélo en février 2022 et qui a été suivi en mai 2022 par des assises des cyclo-logisticiens qui ont été organisées également par les boîtes à vélo dans l'objectif de rassembler un grand nombre une grande diversité d'opérateurs de cyclo-logistique pour réfléchir à un certain nombre de chantiers sur lesquels la profession doit pouvoir se prononcer et constituer un collectif. Donc, dans le cadre de ces chantiers, avait été mentionné le fait de créer une fédération professionnelle de cyclo-logistique qui existe désormais. Donc avec une charte d'engagement dont défendre l'utilité environnementale de la cyclo-logistique, défendre aussi un modèle social exemplaire basé plutôt sur le salariat et on y reviendra dans l'étude, et puis travailler en concertation avec les partenaires du transport et des pouvoirs publics. Aujourd'hui, donc en quelques mois d'existence, on a déjà 60 adhérents, des entreprises spécialisées qui utilisent quasi exclusivement le vélo cargo comme mode de transport à 87%, et puis des entreprises mixtes également qui ont des flottes mixtes de vélo cargo et puis de véhicules motorisés. Avec donc un président récemment élu, Paul Roudot, pour l'entreprise Cargonaut. Donc, il y a plusieurs chantiers sur lesquels la fédération est en train de se positionner. D'abord, la structuration interne de la fédération, qu'est-ce qu'on veut en faire et quelle forme juridique on veut qu'elle puisse prendre forme. Des sujets également de formation, de promotion de la filière, de réglementation, d'aménagement du territoire et des sujets fonciers, de matériel. Et puis tout ce qui va concerner les appels d'offres aux collectivités. C'est un peu les gros sujets sur lesquels la fédération travaille aujourd'hui pour se positionner sur des positions communes. Voilà un petit peu. Alors là, je vais vous présenter. Donc, on est en train de mener une étude nationale sur la cyclo-logistique. L'objectif pour nous, c'est d'établir un grand panorama de ce secteur, comprendre comment il fonctionne et comprendre quels sont ses enjeux et ses perspectives. Cette étude, elle est financée par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, donc via la DGITM, qui nous appuie fortement dans cette démarche aujourd'hui. Donc là, je vais vous présenter les premiers résultats de l'étude, sachant qu'on est en train de la terminer et qu'elle sera publiée officiellement dans sa version complète dès septembre prochain. Alors déjà, on va revenir sur quelques définitions de la cyclo-logistique et du vélo cargo. Vous avez un premier aperçu avec Bertrand. Aujourd'hui, ce qu'on a noté, c'est que pour tous les opérateurs de cyclo-logistique qu'on a interrogés sur cette définition de la cyclo-logistique, parce que c'est un néologisme, aujourd'hui, on n'a pas de mots dans le dictionnaire qui définit ce qu'est la cyclo-logistique. On voit qu'il y a un peu une ambivalence de définition entre deux termes. Tout ce qui est transport de marchandises à vélo. Alors, quand on parle de cyclo-logisticien, bien sûr, pour le compte d'autrui, par un professionnel. Après, dans la cyclo-logistique plus vaste, on pourrait inclure le compte propre. Et puis, il y a ceux qui considèrent que c'est plus qu'un transport, c'est aussi une logistique à vélo, avec
tout ce qui va avec en service support, avec du stockage, du dispatch, de l'organisation de tournée. C'est pas juste une livraison, mais aussi toute une organisation avec des logiciels qui viennent s'implémenter. On verra tout à l'heure Applicoli, des questions foncières aussi, etc. Voilà, qui viennent organiser toute cette partie transport. Et puis sur le vélo cargo, là aussi, donc la définition principale, hein, c'est qu'il s'agit d'un cycle au sens du code de la route du terme, à assistance électrique, mais qui peut transporter de la charge, avec une charge utile supérieure à 45 kg. Donc ce 45 kg, il est discutable, hein, bien sûr. Mais pour l'instant, on s'est arrêté sur ça pour le différencier d'un vélo normal qui peut avoir lui aussi des sacoches et transporter un petit peu de charge. Il doit rester dans les normes du vélo et donc être à assistance électrique uniquement. Après, certaines personnes voudraient voir évoluer cette réglementation pour pouvoir transporter plus de marchandises, hein, pour des aspects principalement environnementaux, voilà, de transition, de décarbonation de cette chaîne du dernier kilomètre, avec donc plutôt une idée d'un vélo cargo, plutôt véhicule intermédiaire entre un vélo classique et la voiture, et peut-être avec une assistance électrique à puissance moteur un petit peu plus haute que celle qui est autorisée actuellement. Alors là, il n'y a aucun consensus, hein, au sein de la profession. On a vraiment des acteurs qui penchent plutôt pour une définition avec un vélo cargo qui doit rester dans la réglementation du cycle, et puis d'autres acteurs qui voudraient voir évoluer cette réglementation. Donc, sur les entreprises de cycle logistique, aujourd'hui, on en a recensé près de 200 qui font de la cycle logistique en France. Un quart d'entre elles font partie du secteur de l'ESS, avec des formats coopératifs ou associations. Et puis, quelques entreprises également qui sont chantiers d'insertion, avec un métier de livreur à vélo qui se profile bien pour tout ce qui est insertion, de retour à l'emploi. Donc aujourd'hui, ça représente sur ces entreprises, hein, uniquement de cycle logistique, si on enlève tous les auto-entrepreneurs de plateforme, près de 2400 emplois directs. On a aussi enlevé les activités de la Poste, hein, de courrier à vélo. Sinon, sur la cycle logistique dans son intégralité, avec auto-entrepreneurs et à la Poste, on est plutôt autour de 25 000 emplois directs. Voilà, et donc sur ces 2400 emplois, ça représente 85 millions d'euros de chiffre d'affaires environ. La première entreprise de cycle logistique, bon, outre la Poste, hein, qui apparaît dès les années 1890, la première apparaît en 2001, la Petite Reine, à Paris. Et puis, au fur et à mesure, de plus en plus d'entreprises de cycle logistique ont vu le jour. Au démarrage, plutôt sur un modèle de coursier, sur le modèle des coursiers new-yorkais, et puis de plus en plus sur des charges de marchandises diverses et variées. On note un premier boom en 2016 avec un gros nombre de créations d'entreprises de cycle logistique, et puis un deuxième boom en 2001 avec la crise du Covid qui a vraiment accéléré la dynamique de création d'entreprises de cycle logistique. Alors aujourd'hui, la cycle logistique, elle est présente dans 76 villes. Elle touche en grande majorité les grands centres urbains de plus de 50 000 habitants. Voilà, elle est très fortement corrélée, hein, le fait que la cycle logistique existe sur un territoire au nombre d'habitants et à la densité de population des villes. Plus il y a d'habitants, plus il y a d'entreprises et d'emplois de cycle logistique. Et puis plus les villes sont denses également. Une ville de 50 000 habitants à l'habitat très dispersé aura plus de mal à accueillir de la cycle logistique. Mais on a dénombré aujourd'hui 113 villes qui pourraient accueillir de la cycle logistique assez facilement sur ces grands centres urbains. Donc, on a encore de la marge, très clairement, sur ces créations d'entreprises et d'activités de cycle logistique. D'autres facteurs aussi peuvent expliquer le déploiement de la cycle logistique, notamment dans des villes de moins de 50 000 habitants, qui existent aussi, hein, vous pouvez le voir sur la carte. Notamment, donc, il y a toutes les politiques d'apaisement des cœurs de ville, avec la création de zones piétonnes, de zones à trafic limité, à circulation restreinte, qui peuvent donc fortement accélérer les activités de cycle logistique. Et puis également les villes qui connaissent une forte fréquentation touristique en haute saison, avec donc des enjeux de congestion et puis aussi de piétonnisation qui peuvent également voilà, faire que sur des assez petites villes, finalement, on arrive à avoir des activités de cycle logistique alors
normalement, elle ne devrait pas pouvoir exister grâce à cette fréquentation touristique. Et puis, au contraire, il y a des facteurs qui font que la cyclo-logistique a du mal à se développer sur certains territoires, notamment une topographie vallonnée. Hein, plus il y a de côtes, de pourcentage de pente, et plus les vélos cargo ont du mal à monter. Et puis, le fait qu'un habitat soit assez dispersé contraigne fortement ces activités et la rentabilité de ces modèles économiques. Sur les marchandises transportées, donc on a plusieurs secteurs d'activité, sous-secteurs d'activité au sein du secteur de la cyclo-logistique. Il y a évidemment tout ce qui concerne le colis, qui est peut-être ce qui est le plus médiatisé aujourd'hui sur les activités de cyclo-logistique. Alors, il y a le colis B2C, mais il y a également le colis B2B, également les palettes en B2B, puisqu'on voit arriver des matériels qui sont compatibles avec le transport de palettes. Il y a également tout ce qui est course, donc qui était un petit peu l'activité traditionnelle de cyclo-logistique au démarrage. Tout ce qui est sortie de caisse, notamment alimentaire, mais également sortie de caisse finalement d'autres typologies de magasins qui commencent à s'y mettre. Tout ce qui est collecte de déchets, que ce soit de biodéchets ou de déchets plus légers. Évidemment, tout ce qui est livraison de repas préparés. Également, tout ce qui va être traiteur sur l'alimentaire. Tout ce qui est transport de frais et maintenant de froid, même de surgelé, avec l'apparition de matériels qui permettent de transporter en froid actif. On a vu un exemple tout à l'heure avec la remorque Carrière les petits forestiers. Des déménagements de petites surfaces jusqu'à 40 mètres carrés. Et puis tout ce qui est bien sûr courrier, messagerie, activités traditionnelles postales. Donc quand même, on voit une surreprésentation du colis dans ces secteurs d'activité, avec 40% d'entreprises qui font du colis aujourd'hui, que ce soit en B2B ou en B2C. Et ce chiffre est probablement sous-estimé parce que nous, en fait, on n'a pas pondéré les sous-secteurs d'activité par la place qu'elles prennent dans le chiffre d'affaires des entreprises parce qu'on n'a pas ces chiffres. Donc, on a compté toutes les activités comme équivalentes à 1. Donc, il y a probablement encore plus de colis, peut-être jusqu'à 50 à 60% de l'activité. Des innovations matérielles aussi qui repoussent sans cesse le champ de la cyclo-logistique, j'en ai un petit peu parlé, mais le fait qu'aujourd'hui, on ait des remorques qui soient adaptées aux palettes, on ait des caissons isothermes, des caissons en froid actif qui permettent de repousser un petit peu le champ de la cyclo-logistique, et on n'est pas à l'abri d'autres innovations dans le futur qui permettent de transporter encore d'autres marchandises. Et puis, actuellement, les vélos cargo peuvent transporter jusqu'à 350 kg de charge utile, pour la remorque la plus performante, et jusqu'à 2 mètres cubes de volume utile. Et puis des possibilités d'attelage, notamment biporteur plus remorque, qui repoussent ces limites. Donc si on prend ceux qui peuvent transporter le plus, on arrive jusqu'à 600 kg de charge utile et 3 mètres cubes de volume utile. C'est un jusqu'à, donc en général, on est quand même plutôt autour de 400-500 kg de charge utile pour ces attelages. Alors, pour passer à des activités de cyclo-logistique, que ce soit en sous-traitance ou pour opérer soi-même ces activités, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est le choix du matériel. Il y a différents modèles pour différents secteurs d'activité. Chacun vient s'adapter au mieux aux différents sous-secteurs. Donc, il y a les modèles petits courriers qui sont assez rapides, notamment pour la course. Il y a tout ce qui est biporteur et triporteur, donc avec la charge à l'avant, avec un système de remorque donc en attelage qu'on peut ajouter pour transporter plus de charge, des tricycles qui sont surtout là pour transporter de la charge. Ce qu'on a noté dans les retours des cyclo-logisticiens qu'on a interrogés, c'est que les biporteurs sont souvent plus fluides, plus rapides, plus légers, donc utilisés pour transporter des charges lourdes mais assez rapidement. Alors que les triporteurs et remorques sont quand même plus stables, ont une meilleure capacité d'emport, donc plutôt pour des charges volumineuses et lourdes avec des arrêts fréquents. Il y a des enjeux sur ce matériel, notamment son entretien. Donc d'abord sur le choix du bon matériel pour pouvoir concilier à la fois une forte capacité d'emport, une robustesse du véhicule et des coûts qui soient
raisonnable pour les entreprises. Il y a également l'importance de la maintenance préventive sur ces matériels, avec des process qui sont en cours de structuration dans les entreprises sur les vérifications fréquentes du matériel, des révisions aussi fréquentes. Voilà, donc tous des process qui sont en train de se mettre en place avec la structuration de la filière. Et puis l'importance de la formation du personnel à la conduite et à prendre soin du matériel qui lui est confié. Mieux le personnel est formé et plus le matériel est en bon état et dure longtemps et moins il coûte cher à l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on a relevé qui est très, très important à prendre en compte dans l'opération de ces activités cyclo-logistiques. Il y a des réseaux de réparation et de maintenance qui se spécialisent, qui sont aujourd'hui en structuration sur la filière, pour pouvoir répondre aux attentes de plus en plus précises des cyclologisticiens sur l'entretien de leur flotte, avec une réactivité qui est en amélioration. Et puis quelques manques encore aujourd'hui qui sont en cours d'étude par ces entreprises de réparation-maintenance, notamment sur le fait de proposer des véhicules de courtoisie qui n'existent pas aujourd'hui lorsqu'on a une casse matérielle, alors que c'est quelque chose qui est assez fréquent sur le transport en véhicule motorisé, avec des réseaux de réparation-maintenance beaucoup plus structurés. Mais on sent que ça bouge très vite du côté de la réparation-maintenance, donc ça c'est assez positif à noter. Et puis sur le matériel, il y a à prendre en compte quelques risques réglementaires qui pourraient advenir. Aujourd'hui, il y a très peu de réglementation sur les remorques, par exemple, contrairement aux vélos tracteurs. Donc, il n'y a pas de limite de puissance moteur, notamment. Donc, on espère que ça va pouvoir durer, mais voilà, il y a ce petit élément à prendre en compte. Et puis, il y a des normes européennes en cours de définition aujourd'hui. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça va donner sur les matériels vélo cargo. Et puis donc, pour intégrer de la cyclo-logistique, il va falloir adapter les schémas organisationnels traditionnels sur ce dernier kilomètre. Aujourd'hui, on sait que le vélo réussit à être plus performant que le Hull à Isoku dans les centres urbains denses pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est plus rapide et plus fiable dans les centres urbains denses. Principalement parce qu'il ne connaît pas de congestion, il arrive mieux à s'insérer dans le trafic. Il peut également s'insérer sur les réseaux cyclables qui lui permet d'être plus rapide sur des zones congestionnées. Il a accès aux zones contraintes pour les véhicules motorisés, comme les zones piétonnes ou à trafic limité, lui sans restriction. Il n'a pas de contrainte de stationnement, le vélo peut se stationner au pas de la porte. Et puis, il a une amplitude horaire qui est plus importante sur les zones contraintes, notamment par des restrictions horaires aux véhicules motorisés de livraison. Après, si le vélo cargo est plus performant, il demande néanmoins des adaptations au schéma organisationnel traditionnel pour pouvoir être utilisé. Et c'est en général ça qui coûte un petit peu plus cher et qui peut avoir motivé des programmes C2E comme Colis Actif que vous présentera l'ensemble tout à l'heure. Notamment parce qu'il a un rayon de chalandise qui est bien sûr plus restreint que les véhicules motorisés, qui est entre 2 et 15 km selon l'activité et les marchandises transportées. Alors, pour vous donner un petit peu une idée, jusqu'à 2 km, on est plutôt sur des marchandises très lourdes, comme la sortie de caisse alimentaire ou le transport de biodéchets, la collecte de biodéchets. On est plutôt autour de 5 km pour tout ce qui est colis, 8 km pour tout ce qui est collecte de déchets plus légers, et puis on va jusqu'à 15 km pour de la course. Voilà, il a également, c'est le gros sujet de la cyclo-logistique, c'est qu'il a besoin d'entrepôts urbains compatibles au vélo cargo et au poids lourd, puisqu'il faut à la fois que l'entrepôt puisse être alimenté par des transports massifiés, mais également pouvoir laisser sortir et opérer les vélos cargo. Donc ça demande pas mal d'adaptation aux entrepôts traditionnels. Et puis, ça demande de trouver des locaux en centre-ville qui est déjà sous tension en termes d'immobilier. Après, ce sujet, il est de plus en plus pris en compte, notamment par les promoteurs immobiliers. Je m'active. Qui commencent à s'emparer du sujet dans les bâtiments neufs qui sont en train de se construire avec des usages mixtes sur du tertiaire, sur même
du résidentiel. Il y a également tous les sujets de transition des parkings souterrains, avec des défis à relever néanmoins, mais qui commencent à prendre de l'ampleur. Et puis, il y a toutes les innovations qu'on voit apparaître et qui restent nécessaires sur des micro-hubs, sur des caisses mobiles, et puis même sur des innovations carrément organisationnelles, sur du combiné fluff-cycle, par exemple, qui arrive à s'émanciper de ces questions d'entrepôts urbains. On a également besoin d'entreposer les vélos cargo la nuit, contrairement aux véhicules thermiques. Et puis, il revient aux donneurs d'ordre de livrer la marchandise aux cyclologisticiens, puisque la plupart des cyclologisticiens, 70% d'entre eux, n'ont pas de flotte de véhicules motorisés pour aller chercher la marchandise. Et donc, je me dépêche sur un dernier sujet qui est le recrutement et la rétention salariale sur la cyclo-logistique. Alors aujourd'hui, on a un modèle salarié qui est vraiment prédominant sur ce secteur, avec 83% des livreurs qui sont en CDD ou en CDI. Un profil qui est plutôt jeune, à 93% masculin, donc quand même très, très masculin, assez diplômé. Beaucoup ont choisi ce métier pour son aspect écologique, sportif ou de plein air, avec pas mal de reconversions professionnelles. On sent néanmoins que les profils commencent à se diversifier, notamment sur les tournées de colis en milieu dense, qui attirent assez peu le profil classique de livreur à vélo, cycliste, et puis qui peut connaître une diversification des profils, et puis qui peut connaître un petit peu plus de difficultés de recrutement. Il y a un enjeu sur la reconnaissance du métier et c'est un des chantiers dont s'est attelée la Fédération de cyclo-logistique, avec une question qui se pose sur une formation éventuelle certifiante pour les livreurs et puis une pénibilité qui est assez subjective et très variable d'une personne à l'autre et qui peut être améliorée à l'aide de pays adaptés et un matériel de bonne qualité pour assurer la sécurité et la visibilité des livreurs et les protéger contre les intempéries. Merci beaucoup, Chloé. Je passe la parole rapidement à Vincent, qui nous présente donc Applicoli, la plateforme Applicoli, et qui nous parlera de colis actifs. Donc, Chloé vient de citer le certificat d'économie d'énergie. Vincent, c'est à toi. Donc, bonjour à tous, je suis Vincent Monteil, cofondateur et président d'Applicoli, donc un réseau national d'entreprises de livraison à vélo principalement en France, et également président de Les Coursiers Toulousains, une entreprise de cyclo-logistique sur Toulouse. Alors, Applicoli, c'est un réseau, comme je viens de le dire, d'entreprises de cyclotransporteurs en France. On rassemble donc des professionnels de la cyclo-logistique partout à travers la France et on essaie de standardiser des services, notamment pour les grandes enseignes, pour aller chercher des enseignes nationales pour avoir des livraisons supplémentaires dans les différentes villes, tout en gardant un aspect d'avoir une entité indépendante et locale dans chacune des villes. On déploie également certains services innovants pour nos clients à la demande et en fonction des besoins des clients. Donc aujourd'hui, on est un petit peu partout en France, dans les grandes villes, en contact avec des acteurs de la cyclo-logistique qui travaillent déjà avec nous ou avec qui on est en contact et on attend justement des partenariats concrets opérationnels. Donc notre rôle, c'est aussi de professionnaliser la livraison dans le sens où on travaille avec des acteurs qui ne sont pas des auto-entrepreneurs directement, mais des sociétés de livraison de cyclo-logistique, comme je le disais, qui sont locales et donc proches de leurs clients au quotidien, avec des livreurs formés et qualifiés, donc majoritairement en salariat. Notre solution est 100% écologique, puisque tous les cyclotransporteurs de notre réseau le font à vélo, vélo cargo, avec des remorques ou non. On a développé également toute une partie logicielle dédiée à notre activité, avec des interfaces de commande pour les clients, des connexions également API sur des sites e-commerce, une interface, un back-office, ce qu'on appelle, pour gérer les livraisons et les attribuer aux différents livreurs, et une application mobile pour les coursiers pour qu'ils puissent avoir toutes les informations de la livraison. Donc, je vais vous expliquer maintenant un petit peu plus en détail, de manière opérationnelle, la cyclo-logistique, les différentes pratiques, les différents flux et le matériel. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat là-dessus si vous en avez. Donc, un petit rappel pour les éléments de contexte, comme l'a évoqué donc Bertrand. En introduction, les centres-villes sont de plus en plus contraints. Donc, on le voit notamment avec la mise en place de ZFE au niveau européen. Donc, l'accès aux centres-villes pour les transporteurs motorisés classiques est de plus en plus contraint.
Et j'ai pris 2 autres exemples donc, sur Toulouse, avec par exemple la charte de livraison qui empêche les transporteurs de faire des livraisons à certains horaires de la journée. Et on voit également des piétonisations de centre-ville, comme l'a évoqué Chloé, où là, ça va favoriser aussi la cyclologistique. En plus de tout ça, on voit aussi que les grandes entreprises, notamment leurs services RSE, incitent de plus en plus à utiliser la cyclologistique comme solution de transport, puisque c'est un modèle vertueux. Pour rentrer donc plus en détail maintenant dans des flux logistiques, voici les différents flux qu'on peut rencontrer en ville. Donc voici 2 exemples sur des flux sortant des villes. Donc à gauche, nous allons avoir les alchimistes qui font de la collecte de biodéchets à Toulouse. Donc si on regarde un petit peu le matériel plus en détail, donc là ce sont des vélos, des VAE avec une remorque de la marque Tout en Vélo, remorque caisson ouverte qui permet justement de transporter jusqu'à 300 kg de marchandises. Et donc eux, ils font leur collecte dans des enseignes alimentaires, des restaurants et de la GMS. Ils récupèrent donc des biodéchets chaque semaine avec ce matériel. À droite, on va avoir donc Carton Plein, qui est une entreprise sur Paris qui fait de la collecte de carton. Avec, donc là, on voit, c'est une remorque de la marque Fleximodal, donc le modèle BC-Lift, avec un module Rolls qui permet de mettre en vrac les différents cartons collectés avec un VAE, un vélo assistance électrique à l'avant pour le coursier. Alors voici un flux entrant, un exemple. Donc là, c'est du transport de marchandises avec les coursiers de Metz, qui eux, justement, transportent pour DB Schenker de la marchandise pour les commerçants du centre-ville de Metz. Donc on voit qu'ils ont des vélos cargo biporteurs de la marque 12 Cycle à l'avant, où ils vont charger jusqu'à 100 kg à l'avant et 150-200 kg à l'arrière sur des palettes. Donc on est toujours sur la même remorque que Carton Plein, donc une BC Lift, mais avec un module, cette fois-ci non pas un module Rolls, mais un module palette, puisque BC Lift a développé cette possibilité-là, de venir avec une patte directement glissée sous la palette, de fixer la palette au vélo cargo. Et donc, pour faire ce type de livraison, ça nécessite, comme on l'a vu, un entrepôt en centre-ville, en tout cas proche du centre-ville, pour pouvoir distribuer facilement dans tout le centre-ville. Alors, un autre exemple de flux, donc là, ça va être la livraison de colis, donc avec Tout en Vélo, qui fait donc de la livraison de colis dans différentes villes. On voit ici donc, que c'est un vélo électrique avec une remorque caisson fermée, donc qui livre des petits colis à destination souvent des particuliers. Il faut savoir que les triporteurs et tricycles sont également très utilisés dans la livraison de petits colis, puisqu'ils permettent d'avoir des volumes d'emport plus importants et des caissons fermés directement. Ils sont donc plus utilisés, mais il y a aussi des alternatives comme celle-ci, donc vélo cargo plus remorque, pour faire des prestations d'expressistes de petits colis. Alors, comme on l'a évoqué également déjà au début, on voit qu'il y a différents modules, notamment pour la gestion de produits frais et surgelés qui se développent. Là, c'est un partenariat donc, entre Avelo 37 à Tours et la STEF pour livrer, faire des livraisons froides auprès des professionnels du secteur agroalimentaire. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail, c'est un vélo cargo biporteur, donc 12 cycles avec une caisse isotherme à l'avant et également une remorque BC Lift avec cette fois-ci un module isotherme à l'arrière qui permet donc de transporter du frais, de garder la température lors des livraisons. On l'a évoqué aussi, donc la carriole avec Petit Forestier qui ont développé, il me semble que c'est effectif maintenant, un module qui permet d'avoir une température dirigée pour livrer en frais et surgelé. Alors, dans les autres types de flux qu'on va avoir en centre-ville, il y a beaucoup donc la livraison alimentaire. Sur la livraison alimentaire, on distingue 2 principaux services. Le laisser-caddie. Donc ça, c'est une pratique qui existe depuis des années, mais qui était beaucoup faite par des transporteurs motorisés classiques.
dans les grandes enseignes de la GMS. Donc, les clients font leurs courses en magasin avec leur caddie, puis laissent le caddie à la caisse ou à l'accueil pour se faire livrer ensuite chez eux sur un créneau précis d'1 heure ou 2. Donc, à domicile. L'avantage de ce service-là, c'est qu'il s'adresse d'une part à certains publics plus facilement, donc les personnes âgées qui ne peuvent pas non plus porter des charges lourdes, mais qui peuvent tout de même faire leurs courses en magasin. Des familles qui vont aller faire en centre-ville des courses à vélo, à pied, et n'ont pas la capacité non plus de transporter des grosses courses. Et donc, c'est aussi une opportunité pour les magasins du centre-ville de pouvoir augmenter leur panier, les achats de leurs clients en proposant un service clé en main pour leurs clients. Le second service que l'on différencie, donc, c'est les commandes Internet, avec beaucoup de services de livraison express qui se sont développés ces dernières années. Et donc là, c'est directement le magasin qui prépare la commande. Donc souvent, c'est le magasin qui est le plus proche du client qui va préparer la commande s'il a les produits en stock. Et donc, un coursier vient récupérer la commande dès qu'elle est prête pour livrer le client sur des créneaux souvent encore plus précis. Donc, comme je disais, soit sur de l'express, soit sur de la livraison classique de 3 heures, soit sur de l'express où là, on peut être sur des créneaux de 15-30 minutes, 1 heure. Donc, en dessous, vous voyez sur les différentes photos, là, ce sont des biporteurs de la marque Bulit qui transportent donc des courses alimentaires. Également, tout à droite, une remorque tout en vélo plateau double essieu donc, pour transporter jusqu'à 300 kg avec des bacs Proco alimentaires classiques. Donc, voilà. Un autre type de service qui se développe de plus en plus, notamment pour les grandes enseignes, c'est le click and delivery. Donc, c'est comme le click and collect, sauf qu'on rajoute la livraison en plus. Donc, le magasin, tout comme les courses alimentaires, prépare la commande du client et fait appel à une société de coursiers pour livrer le dernier kilomètre de manière rapide et de manière précise, surtout puisque les consommateurs cherchent de plus en plus la précision dans leur livraison plutôt que la rapidité. L'idée, c'est de savoir précisément à quelle heure on se fait livrer pour ne pas avoir à attendre, pas forcément être livré au plus tôt et sans savoir précisément quand est-ce qu'on va se faire livrer. Voilà, donc il y a énormément d'enseignes qui proposent aujourd'hui le click and delivery et donc qui s'appuient sur leurs magasins des centres-villes pour proposer un canal supplémentaire à leurs clients, un canal de commande, pour notamment les personnes qui ne peuvent pas aussi se déplacer. Elles peuvent se faire livrer très rapidement dans la journée, dans l'heure, par ces grandes enseignes. Il y a également donc d'autres professionnels qui utilisent des services de course et notamment de cyclo-logistique, des professionnels locaux qui ont des besoins récurrents, notamment chez les fleuristes, qui proposent la livraison à leurs clients dans l'heure ou dans la journée. On a également des professions libérales pour tout ce qui est courrier ou flux entre différents bureaux. Le secteur médical entre des laboratoires et d'autres professionnels de la santé. Et on va également avoir des flux exceptionnels donc, qui commandent beaucoup moins régulièrement, mais à certains moments de l'année, notamment lors des fêtes pour les chocolatiers, les cavistes, les fleuristes également avec la fête des mères, des grands-mères et la Saint-Valentin. Et donc ça, c'est un petit peu tout type de produit qui peut être transporté et livré rapidement pour ces professionnels locaux. En autre typologie de flux, on va avoir donc l'approvisionnement justement des commerces locaux et des enseignes en ville qui vont pouvoir faire des commandes la veille ou le jour même et se faire approvisionner de manière cyclo-logistique. Donc, comme on le voit sur les photos ci-dessous, donc là sur la gauche, on va avoir un vélo cargo, donc Bulit, biporteur avec une remorque plateau, avec des caisses ISO, des bacs alimentaires, et sur la droite, un biporteur donc pour un boulanger-pâtissier avec des caisses isothermes. Donc, ça permet justement de prendre ces flux en charge avec de la cyclo-logistique. L'exemple de Poussin Bleu à droite, c'est justement un boulanger-pâtissier qui a 2 magasins en centre-ville, un qui est utilisé comme labo et qui prépare énormément de produits. Et donc, il y a des allers-retours entre le magasin labo et l'autre magasin non loin de là en centre-ville. On voit aussi qu'il y a souvent des restaurants qui se font livrer, des pâtisseries, des desserts, du pain de manière cyclo-logistique en centre-ville.
Pour conclure un petit peu sur ma partie, on voit que la logistique urbaine évolue avec un potentiel énorme. Aujourd'hui, près de 2/3 des livraisons à Paris pourraient être réalisées de manière cyclologistique. Donc, il y a vraiment un énorme potentiel. J'aime bien également reprendre l'exemple pour les particuliers. Je pense qu'en centre-ville, il y a énormément, pour ne pas dire tout, qui peut être livré en vélo, vélo-cargo, remorque. Puisqu'aujourd'hui, on transporte même des meubles, des canapés, des frigos en vélo-cargo ou avec remorque. Et aujourd'hui, en tant que particulier, peu de choses sont plus encombrantes, on va dire, qu'un canapé. En tout cas, c'est rare qu'on se fasse livrer des choses plus imposantes. Et c'est pourquoi aussi la Fédération professionnelle de cyclologistique a été créée. C'est justement pour, face à ce potentiel énorme et le développement de la cyclologistique en France, on souhaite justement essayer de standardiser, essayer d'être reconnu en tant que professionnel du transport, puisqu'il faut savoir que faire de la cyclologistique, donc la logistique non motorisée, il y avait un vide juridique justement sur ces entreprises-là qui n'étaient pas nécessairement dépendantes de la réglementation du transport. On l'a évoqué également, Colis Active, qui est un programme par Sofub qui aide et soutient la cyclologistique. Ce programme est en partenariat avec des métropoles qui souhaitent le mettre en place donc dans leur ville et qui vont aider à subventionner la livraison en vélo plutôt que la livraison motorisée. Voilà, avec justement des primes par colis, ce qui permet aux transporteurs et aux donneurs d'ordre de favoriser la cyclologistique et également aux prestataires de transport de pouvoir s'équiper en vélo-cargo, en matériel, avoir un local en centre-ville, un entrepôt. Voilà, un petit peu tout ça. Et j'ai vu que parmi les participants, il y avait, je crois, Mathieu Mermet de Colis Active, voilà, vers qui vous pouvez vous rapprocher également si vous souhaitez plus d'informations. Et moi, je serais heureux de répondre à vos questions, puisque sur Toulouse aussi, on bénéficie de ce programme-là. Merci. Je vais rapidement conclure. Désolé pour le retard qu'on a pris. Je m'excuse également car je suis actuellement en gare. Donc désolé pour les éventuels bruits parasites. Je vais conclure avec le lien entre cyclologistique et le programme EVE. Alors aujourd'hui, c'est un peu les balbutiements de la cyclologistique au sein du programme, puisqu'on a une quinzaine d'entreprises qui sont actuellement engagées, qui font ou utilisent de la cyclo. Chloé en a parlé avec La Petite Reine, qui a commencé et qui est engagée et labellisée depuis les premiers instants. Au niveau du programme, la cyclologistique est intégrée à 2 niveaux. Tout d'abord dans le périmètre de segmentation du parc, en incluant des véhicules qu'on va catégoriser parmi les VUL de classe 1, avec un carburant électrique pour simuler le gabarit du vélo. Et dans un deuxième temps, on a une modélisation via les plans d'action, avec une action de déploiement des modes actifs qui va permettre à l'entreprise de valoriser le transfert d'un véhicule thermique vers un vélo cargo. Et pour information, au niveau des fiches actions, on chiffre, en tout cas l'ADEME chiffre, jusqu'à 96% de CO2 économisé en moins qu'un véhicule thermique de même capacité. Là, ici, sur cette diapo, vous voyez un peu la valorisation directe dans les fiches actions. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite publicité sur le guide des fiches actions EVE qui a été mis à jour très récemment en 2023. Il intègre une fusion de toutes les actions du programme EVE. Auparavant, on avait des fiches actions FRED 21 et des fiches actions objectifs CO2 qui étaient distinctes. Aujourd'hui, l'intégralité de ces actions sont fusionnées au sein d'un même document. Et donc, en bas de la diapo, vous voyez l'exemple de valorisation de l'action développement des modes actifs directement sur objectif CO2 avec des hypothèses de gains qui sont données à partir de la segmentation de l'entreprise. Également, au niveau de la plateforme d'échange de données environnementales transport, nous avons récemment ajouté, via des développements, la part de l'offre multimodale cyclologistique en pourcentage des tonnes kilomètres.
Donc, toute entreprise qui en réalise a la possibilité de valoriser. Et enfin, excusez-moi, par rapport aux évolutions du SIF qui sont à venir, sachez que une future version du SIF unifié qui intégrera les outils FRED 21, FCOM et Objectif CO2 va bientôt voir le jour, et cela nous permettra d'ajouter beaucoup plus de segmentation, éventuellement d'ajouter des gabarits comme les vélos cargo, triporteurs, remorques, etc. et d'aller encore plus loin sur la déclaration de la cyclo-logistique dans le programme. Merci pour votre attention. Je te rends la parole, Bertrand. Merci Guillaume, merci à vous deux, Vincent et Chloé. Alors, je sais que Vincent ou Chloé, les deux sans doute, ont répondu à pas mal de questions qui étaient présentes sur le chat, mais il y en a encore deux, trois. Je vous propose qu'on réponde peut-être à une ou deux. Par exemple, alors ça c'est peut-être Chloé qui peut répondre sur le droit au transport. Est-ce que la cyclo-logistique, est-ce que tu sais si la cyclo-logistique est gérée par le droit du transport classique? Non, la logistique n'est pas soumise à la capacité de transport aujourd'hui. Est-ce que c'est une forte facilité d'entrée au marché, oui. Okay. Peut-être une question pour Vincent. Colis Active ne fonctionne que sur les zones ZFE à ce jour? Alors là-dessus, j'ai un doute. Donc, je joue ma carte. Donc, il faut se rapprocher des gens de Colis Active. Je ne veux pas dire des bêtises sur le site de Colis Active. Voilà, directement tout expliqué. Et voilà. N'hésitez pas sinon à me recontacter par mail. Je vous mettrai en lien avec les personnes. Okay. Une question d'Alexandre Gondel. Est-ce que vous avez des exemples de subventions ou d'actions concrètes mises en place par des villes pour promouvoir la cyclo-logistique? Peut-être Chloé ou Vincent, peut-être directement sur Toulouse, je ne sais pas. Alors oui, donc il y a déjà le programme Colis Active comme on vient de l'évoquer. Nous, on est vraiment en lien sur Toulouse avec aussi la rédaction de la charte de livraison en centre-ville qui est en train d'être renouvelée, également avec Toulouse Métropole et la ville de Toulouse qui nous convoque sur justement réfléchir à comment repenser la ville de demain. Et voilà, on est vraiment inclus dans la boucle. Donc c'est ce genre d'actions, on va dire, qui sont bénéfiques pour les cyclo-logisticiens. Voilà, donc de la subvention et de l'intégration dans les décisions et dans la consultation, en tout cas, des refontes, des chartes de livraison et des accès au centre-ville. Oui, il y a plusieurs types d'aides qui sont mises en place. Il y a tout ce qui est aide à l'achat de vélo cargo professionnel, notamment dans le cadre des ZFE principalement. Après, certaines collectivités le font en dehors de ce mécanisme. Il y a également des appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt pour des expérimentations d'espaces logistiques urbains. Donc là, c'est pareil, ça dépend d'une collectivité à l'autre, c'est vraiment à leurs mains. Et puis, de nombreux services économiques de collectivités organisent également des ateliers de mise en réseau entre entreprises de cyclo-logistique et transporteurs traditionnels ou des réflexions plus larges sur la cyclo-logistique urbaine, la logistique urbaine, pardon, pas que la cyclo-logistique sur leur territoire, voilà, qui permet à ces différents acteurs d'échanger et de voir un petit peu les complémentarités qu'ils peuvent avoir. Et après, si je peux rajouter, il y a également le développement de pistes cyclables et d'aménagement pour la cyclo-logistique, voilà, qui se fait aussi de plus en plus. Voilà, donc qui est forcément bénéfique pour les cyclo-logisticiens. Donc il y a la métropole souvent qui travaille là-dessus, mais également le département, la région. Donc tous ces acteurs-là sont de plus en plus mobilisés. Alors, je vous propose qu'on prenne une dernière question sur laquelle vous allez pouvoir répondre très vite. Il y en a d'autres, notamment celle de Christophe Cazet, j'ai vu. Je vous propose qu'on réponde, puisqu'on a vos mails sans doute, donc on pourra répondre directement. Mais peut-être une dernière question avant de passer à une dernière info avant de se quitter. Une question de M. Guirec Hermouet.
Avec le transport de charges volumineuses et donc la largeur du vélo cargo supérieure à un vélo classique, le livreur arrive-t-il toujours à gagner un temps significatif sur le trajet ou la valeur ajoutée est-elle principalement écologique? Ça peut être les deux d'ailleurs, mais bon. Oui, alors nous, on le voit aujourd'hui, on travaille récemment pour un transporteur qui livre des colis très volumineux qu'il faisait toujours en camion habituellement. Voilà, une fois que le matériel est adapté, on arrive facilement à livrer, à avoir des temps de livraison qui sont au moins égaux à ceux en camion. Donc, tout est une question de matériel et d'aménagement. C'est sûr que si on va aller sur des distances plus longues, c'est là, on va dire, où le vélo sera un peu moins efficace. Et c'est pour ça que dans les aires urbaines, la cyclo-logistique est très pertinente. En fait, ce qui pénalise les modes motorisés, c'est principalement les questions de stationnement pour lesquelles le cargo s'affranchit aujourd'hui. Donc, sur des petites distances, sur du lourd, on est entre 2 et 5 km. En fait, le temps que passe le livreur en camionnette à se garer, c'est ça qui est gagné par le vélo, qui, lui, n'a pas besoin de réfléchir à cette problématique-là. Bon, ben, merci à tous les deux. On a dépassé un peu le temps, mais l'étape était dure aujourd'hui. Hein. Il y avait 2 cols, c'était pas rien. Juste une dernière petite info. Vous l'avez ici à l'écran. Le prochain webinaire organisé par EcoCO2 dans le cadre du programme EVE, ce sera le 27 juin 2023, 14h30, animé par Julien et Kevin, donc deux de nos collègues d'EcoCO2, sur les actions mises en place par les entreprises qui sont engagées dans le programme. Donc c'est un panorama et des différentes actions sur les 4 axes que chaque entreprise engagée doit respecter. Donc c'est le 27 juin à 14h30. Ben voilà, merci, encore merci à Chloé, encore merci à Vincent, merci à Guillaume, merci à Estelle qui était la voiture balai de l'étape et qui a récupéré les questions, voilà, à Lauriane aussi, qui était un peu le médecin de l'étape, hein, qui était là dès le début. Et puis, eh bien, à très bientôt à vous, et puis bonne fin de journée. À bientôt.